Isabelle Adjani brise 40 ans de silence, et la vérité qu'elle révèle enfin sur Daniel Day-Lewis suffit à ébranler toute la France. Ce ne sont ni des rumeurs, ni des récits déformés, mais une mémoire brûlante qu'elle a gardée pour elle, comme une blessure que le temps n'a jamais refermée. Et dans quelques instants, vous comprendrez pourquoi cette vérité a été enfouie si longtemps et pourquoi elle devait éclater maintenant. Isabelle Adjani est toujours entrée dans l'espace public comme enveloppée d'une brume légère. Ce n'était ni de la froideur, ni de la distance, mais une forme de beauté difficile à saisir, qui poussait les autres à l'admirer en silence plutôt qu'à l'approcher. Pendant des décennies, le cinéma français l'a érigée en icône absolue, élégante, fragile en apparence, mais habitée par une force intérieure que beaucoup n'osaient confronter. Chaque apparition devenait un événement rare, une lumière qui surgissait puis disparaissait avant que quiconque puisse comprendre sa nature profonde. Pour le public, Isabelle était une figure presque irréelle. Dans chacun de ses rôles, qu'il s'agisse de passion, de folie, de perte ou d'amour, elle transportait une tristesse douce, comme si elle déposait sur l'écran un fragment intime de sa propre histoire, sans jamais l'admettre. On disait souvent que nul ne pouvait vraiment lire ce qu'elle ressentait. Son regard, vaste et clos à la fois, ressemblait à une porte magnifique, mais toujours verrouillée. Cette fermeture discrète la rendait encore plus fascinante. Plus elle se taisait, plus on voulait la comprendre. La presse aimait la décrire en deux images opposées. D'un côté, l'actrice la plus respectée de sa génération, celle qui cumulait les récompenses comme si elle la trouvait d'elle-même. De l'autre, une femme qui semblait toujours légèrement en retrait du monde, comme si la réalité ne l'atteignait qu'à travers un voile. Cette contradiction nourrissait sa légende. Isabelle était présente, mais insaisissable, brillante, mais silencieuse, admirée, mais lointaine. Au sommet de sa carrière, elle incarnait la quintessence de la féminité française. Élégance, intensité, pudeur, mystère. Elle ne jouait pas des rôles, elle les habitait au point de s'y dissoudre. Les spectateurs ne la regardaient pas interpréter un personnage, ils assistaient à une métamorphose. Elle offrait au cinéma une vérité émotionnelle rare, presque dérangeante de sincérité. Mais cette intensité avait un prix. Pour soutenir l'icône, il fallait taire la femme. Derrière sa silhouette parfaitement tenue, derrière les robes, les projecteurs et la maîtrise apparente, se cachait une solitude profonde. Non pas une solitude tragique, mais une solitude dense, presque noble, celle de quelqu'un qui porte trop de choses qu'il ne peut partager. Chaque film, chaque montée des marches ajoutait une couche de silence autour d'elle. Isabelle comprenait que plus la lumière brillait, plus son propre espace intérieur devait s'obscurcir pour survivre. C'est peu être pour cela qu'elle a choisi le mutisme durant 40 ans. Non par faiblesse, mais par instinct, elle savait ce que beaucoup refusent de voir. La gloire n'éclaire jamais toute une vie. Elle laisse toujours des zones d'ombre, là où les vérités les plus lourdes continuent de respirer, discrètement, en attendant le moment de sortir. Lorsqu'Isabelle Adjani croise Daniel Day-Lewis pour la première fois, tout semble se dérouler dans un silence que personne d'autre ne perçoit. Ce n'était ni un coup de foudre, ni un moment spectaculaire, mais une suspension du temps, comme si la pièce où il se trouvait s'était soudain vidée de tout ce qui n'était pas essentiel. Isabelle venait d'un monde où l'émotion se porte avec pudeur, Daniel d'univers où l'intensité se vit comme une nécessité vitale. Deux chemins opposés qui, pourtant, se sont rejoints dans une même respiration. La scène est simple, une soirée de cinéma, une salle un peu trop éclairée, un bruit sourd de conversation en arrière-plan. Isabelle, concentrée,
avance avec cette grâce distante qu'on lui connaît. Daniel se tient légèrement en retrait, le regard précis, presque tranchant. Ils ne se parlent pas encore, mais quelque chose se passe. Une forme de reconnaissance muette, comme si chacun voyait dans l'autre un territoire fragile qu'il connaissait déjà sans l'avoir jamais exploré. Quand leurs yeux se croisent enfin, il n'y a pas de mots, pas de sourire appuyé. Juste un léger arrêt, infime mais suffisant pour que tout change de direction. Daniel offre un salut discret, Isabelle incline la tête, et le reste semble se décider par une force extérieure à eux. Le contraste entre eux est frappant. Elle est toute en transparence, en nuances doucement feutrées, lui est une présence compacte, intense, presque lourde. Un homme qui porte son mystère sans essayer de le dissimuler. La première conversation n'a rien d'extraordinaire. Quelques phrases polies, un échange sur un rôle, un film, un souvenir d'enfance littéraire. Mais ce qui relie véritablement les deux acteurs, c'est cette manière de parler sans chercher à convaincre. Ils s'écoutent. Ils se laissent du temps. Et dans ces silences, quelque chose se construit lentement, comme une architecture invisible que seul leur regard semble comprendre. Les jours suivants, Daniel revient vers elle avec une attention calme, presque trop calme. Il ne cherche pas à impressionner, il ne force rien. Il s'approche comme on s'approche d'un paysage qu'on veut comprendre sans le toucher. Isabelle, elle, avance avec prudence. La douceur n'est-ce pas un refuge pour elle? Elle sait qu'elle peut être un piège. Mais Daniel semble offrir un espace où elle peut respirer, un espace rare pour une femme qui a toujours appris à se protéger derrière l'art et le silence. Ils se retrouvent encore, dans un café discret, puis lors d'une répétition improvisée, puis dans une conversation qui dure trop longtemps pour rester anodine. À chaque fois, Isabelle remarque la même chose. Daniel parle peu, mais son absence de mots pèse plus que les discours. Il observe, il absorbe, il retient. Elle, au contraire, se surprend à dire plus qu'elle n'en a l'habitude, comme si sa voix trouvait soudain une place où résonner. Ce lien, naissant, n'a rien d'éclatant. C'est une eau calme qui cache une profondeur inattendue. Les gens autour d'eux remarquent un changement subtil, une lumière différente dans le regard d'Isabelle, une douceur inhabituelle dans celui de Daniel. Rien de théâtral, rien de socialement visible. Juste deux êtres qui commencent à marcher dans la même direction sans en parler. Personne ne le sait encore, mais cette rencontre, apparemment simple, contient déjà la faille et la promesse. Une promesse de lumière et une faille capable d'engloutir tout ce qu'il a su. C'est ainsi que commencent les destins qui marquent une vie, dans le calme, dans le fragile, dans ce qu'on ne comprend vraiment qu'à la fin. Au début, tout semble simple, presque doux. Isabelle Adjani et Daniel Day-Lewis avancent l'un vers l'autre comme deux silhouettes éclairées par une même source de lumière. Rien n'est encore compliqué, rien n'est encore menaçant. Leur relation commence dans un calme qui surprend ceux qui connaissent leur tempérament artistique. Elle, façonnée par l'émotion contenue, lui, sculpté par l'excès maîtrisé. Deux forces contraires qui, dans ces premiers jours, trouvent un équilibre inattendu. Ils passent de longues heures à parler de cinéma, de littérature, de ce qu'ils espèrent encore de la vie. Daniel écoute avec une attention rare, presque studieuse. Isabelle, habituée à devoir traduire ses pensées en silence, se surprend à raconter davantage qu'elle ne l'aurait voulu. Il y a entre eux une forme de confiance immédiate, fragile mais réelle, comme une pièce de cristal posée au milieu d'une table encore vide. Personne n'ose y toucher, mais elle attire tous les regards. Les moments à deux ressemblent à des séquences de films tournées en lumière naturelle.
Un appartement parisien baigné d'un soleil pâle. Une cuisine où l'on entend le bruit de l'eau chaude. Un balcon où ils se tiennent côte à côte, sans se parler, mais en partageant la même vue. Tout semblait dire que quelque chose de rare se construisait. Sans éclat, sans déclaration, sans geste trop grand. Daniel, malgré sa réputation d'acteur fiévreux, se montre étonnamment calme avec elle. Sa présence, loin d'être écrasante, devient un refuge. Il lui lit des passages de romans, hésitant, parfois, cherchant les mots exacts pour lui transmettre ce qu'il ressent. Isabelle, elle, répond avec cette douceur distante qui est la sienne, un hochement de tête, un demi-sourire, un regard qui en dit plus que ses phrases. Ils commencent à se comprendre à travers des détails minuscules. Une main posée quelques secondes de trop. Un silence qui ne pèse pas. Une respiration calme quand l'autre entre dans la pièce. Ces gestes forment les briques de leur histoire, une architecture discrète mais solide. Pendant un temps, ils croient que cela peut suffire. Leurs amis remarquent un changement subtil. Isabelle semble moins tendue, moins protégée derrière ses murs habituels. Daniel, lui, a des moments de lumière dans le regard, comme s'il voyait enfin quelque chose qui lui manquait depuis longtemps. Les deux acteurs, chacun habitué à porter des personnages entiers, commencent à apprendre à être eux-mêmes, simplement, dans le quotidien. Mais au milieu de cette douceur, un premier signe apparaît. Ce n'est pas un conflit, ni une dispute, ni un geste blessant. C'est une absence trop longue dans une conversation. Un regard qui se détourne un peu trop vite. Une phrase que Daniel commence puis abandonne, comme s'il avait peur de se montrer davantage. Isabelle, fine observatrice, remarque ses failles avant même qu'elles ne deviennent des faits. Elle perçoit les zones d'ombre derrière les sourires, mais choisit de ne pas poser de questions. La lumière est encore forte, et elle veut en profiter avant qu'elle ne décline. Leur journée continue d'être belle, mais plus fragile. Ils se retrouvent dans des cafés discrets, des chambres d'hôtel silencieuses, des studios où les lampes halogènes dessinent des ombres douces sur leurs visages. Ils parlent de projets, de futur, de possibles films ensemble. Tout paraît fluide, presque trop. L'harmonie devient un voile qui cache les premières fissures. Un soir, alors qu'ils marchent le long de la Seine, Isabelle remarque que Daniel garde les mains dans ses poches, le regard fixé sur l'eau, comme s'il cherchait à y lire quelque chose qu'elle ne peut pas voir. Elle lui demande doucement ce qu'il pense. Il répond par une phrase courte, un peu trop courte. Elle comprend qu'une partie de lui reste ailleurs, dans un endroit qu'elle ne pourra être jamais atteindre. Pourtant, elle continue. Parce que la lumière, même lorsqu'elle vacille, reste un miracle tant qu'elle existe. Et dans ses premières années, Isabelle croit encore qu'on peut retenir une clarté fragile simplement en la tenant avec soin. Au début, la transition est presque imperceptible. On croit que ce n'est qu'un changement d'humeur, une fatigue passagère, un silence un peu plus long que d'habitude. Rien qui puisse annoncer une fissure réelle. Pourtant, dans le regard de Daniel, quelque chose commence à se retirer, comme une lumière qui perd doucement son intensité. Isabelle le remarque, évidemment. Son intuition a toujours été fine. Mais elle choisit d'attendre, de ne pas nommer ce qu'elle voit. Elle espère que la clarté reviendra seule, comme un matin qui dissipe la brume. Peu à peu, Daniel devient moins présent. Physiquement, il est là, mais son esprit semble voyager ailleurs. Dans leur conversation, il glisse dans des zones silencieuses, comme s'il cherchait des mots qu'il ne trouve plus. Isabelle, elle, tente de maintenir cette harmonie fragile en parlant davantage,
en déposant dans l'air des phrases douces, des questions simples. Mais plus elle essaye, plus le silence de Daniel s'étend, prenant la forme d'une mur invisible qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Les premiers signes concrets de rupture arrivent sans éclat. Ce ne sont pas des disputes, ni des cris, ni de grands gestes. C'est une absence de réponse à un message. Une annulation de dernière minute. Un regard qui évite le sien lorsqu'elle cherche à comprendre. Daniel commence à disparaître, non pas brusquement, mais par petites couches, comme un acteur qui sortirait lentement du cadre, laissant derrière lui une image vide qu'Isabelle doit apprendre à regarder seule. Ce retrait progressif blesse davantage que n'importe quelle violence frontale. Isabelle, habituée à protéger ses émotions, sent une fragilité nouvelle l'envahir. Elle ne dit rien, parce que dire serait admettre qu'elle perd déjà. Alors elle continue d'offrir sa présence avec délicatesse, espérant qu'il reviendra vers elle, qu'un geste, un mot, une nuit suffirait à réparer ce qui s'effrite. Mais Daniel s'enfonce plus loin dans son monde. Son intensité, autrefois un refuge, devient maintenant une distance glaciale. Il peut passer des heures sans parler, des jours sans répondre, des semaines sans expliquer. Quand il revient, il offre une douceur brève, presque coupable, puis s'éclipse à nouveau. Isabelle se retrouve enfermée dans un cycle d'attente, oscillant entre espoir et vide. La blessure véritable survient dans les moments publics. Lors de quelques événements où ils apparaissent ensemble, Daniel adopte une posture presque indifférente. Ses gestes sont mesurés, ses regards ailleurs. Il ne la dévalorise pas ouvertement, mais son absence d'attention devient une humiliation silencieuse. Isabelle, consciente du regard des autres, reste droite, gracieuse. Mais à l'intérieur, quelque chose se brise lentement, comme un verre délicat qui craque sans éclat. Les proches remarquent un changement, mais personne n'ose poser de questions. Isabelle ne laisse rien paraître. Elle a appris depuis longtemps que la vulnérabilité doit être tenue loin des yeux du monde. Pourtant, chaque nuit, la solitude devient plus lourde. Elle relit les lettres qu'il lui a laissées, réécoute les enregistrements où il parle encore comme deux êtres qui croient en un avenir commun. Ses souvenirs, au lieu de consoler, creusent une douleur plus profonde. Un jour, Daniel disparaît complètement pendant plusieurs semaines. Aucun message, aucune explication. Isabelle tente de rester rationnelle, de ne pas s'abandonner à ses peurs, mais le silence devient un gouffre. Puis, comme s'il ne s'était rien passé, Daniel réapparaît avec un sourire doux, un geste tendre, un murmure d'excuses qu'il ne termine pas. Ceste se va et vient, ce fil tendu entre leurs deux mondes, qui finit par user Isabelle plus que n'importe quelle rupture brutale. Elle comprend finalement une vérité simple. Il ne se pas crule, mais il est incapable de rester. Son âme, trop vaste, trop tourmentée, ne trouve jamais de lieu stable. Et elle, malgré sa force, ne peut pas retenir quelqu'un qui ne sait pas s'abriter. Un soir, alors qu'elle est assise près de la fenêtre, observant les lumières lointaines de la ville, Isabelle saisit la réalité de leur histoire. L'amour n'a pas disparu. Ils cessent seulement désagrégés sous le poids de ce qu'ils n'ont jamais osé nommer. Daniel n'est pas un homme qui quitte, c'est un homme qui s'effache. Et peut être que certaines ombres ne naissent pas de la malveillance, mais simplement de la nature fragile de certaines âmes. La nuit où toute bascule ne commence pas par un cri, mais par un silence encore plus lourd que les précédents. Isabelle est seule dans l'appartement, une lampe allumée près d'elle, projetant une lumière jaune et fragile sur les murs. Il est tard, et Daniel n'a donné aucune nouvelle depuis plusieurs jours.
Elle connaît déjà ce rythme irrégulier, mais cette fois, quelque chose dans l'air est différent. Une forme de froid qui ne vient pas de la pièce, mais d'elle-même. Elle s'assoit près de la fenêtre, regarde la ville respirer au loin. Les lumières des immeubles bougent légèrement derrière les rideaux, comme des signaux d'un autre monde où la vie continue sans elle. Isabelle tient encore dans sa main un message resté sans réponse. Quelques mots simples, une question douce. Rien qui puisse effrayer quiconque. Pourtant, Daniel a choisi le silence. Encore une fois. Ce soir-là, elle comprend que l'attente est devenue un état, une habitude qui lui colle à la peau. Elle réalise que chaque minute passée à espérer un signe de lui la rapproche un peu plus d'un vide qu'elle n'a jamais voulu nommer. Elle ferme les yeux, respire lentement, comme pour trier ses pensées. Mais ce qu'elle ressent n'est plus de la tristesse. C'est une clarté, froide, une lucidité qui tranche. Daniel finit par entrer. La porte s'ouvre doucement, presque avec précaution. Il avance dans la pièce, pose son manteau, évite son regard. Il murmure un salut, un mot vague, comme si tout était encore possible. Isabelle le regarde sans bouger. Elle voit l'homme qu'elle a aimé, mais aussi l'ombre qu'il est devenu pour elle. Deux présences dans un même corps. Elle n'en veut pas à l'un ni à l'autre. Elle sait seulement qu'elle ne peut plus vivre dans cet espace entre les deux. Alors elle se lève, prend un objet posé sur la table. Une petite chose sans importance, une note, un ticket de cinéma, un souvenir d'un jour où il croyait encore en la lumière. Elle le pose devant lui sans un mot. La pièce se remplit d'une tension presque calme, comme si le temps retenait son souffle. Daniel comprend, même s'il ne dit rien. Elle prononce une phrase courte, simple, presque douce, « Je ne peux plus attendre quelqu'un qui ne sait pas rester ». Puis elle se détourne, non pas dans un geste dramatique, mais comme quelqu'un qui retrouve la direction d'une route qu'il avait perdue. À partir de cette nuit-là, rien ne fut jamais comme avant. La révélation ne vient pas sous la forme d'un scandale, mais d'une parole douce, presque fragile. Isabelle accepte une interview après des années de silence. Le studio est calme, la lumière tamisée, et la caméra semble respirer avec elle. Elle parle d'abord de cinéma, de son parcours, des rôles qui l'ont façonné. Puis, sans transition apparente, elle évoque Daniel. Pas comme un mythe, mais comme un souvenir qui a enfin trouvé sa place. Elle dit simplement « Il n'a jamais voulu me blesser, mais il vivait dans un monde où je ne pouvais pas entrer. » Cette phrase, à elle seule, fait trembler l'air du plateau. Il n'y a ni reproche ni amertume, juste une lucidité sereine, presque tendre. Elle ajoute ensuite « J'ai appris que certaines présences ne sont pas faites pour durer. Elles éclairent un temps, puis s'en vont. » La journaliste reste silencieuse, déstabilisée par la douceur de cette vérité. Isabelle continue, les mains ouvertes sur ses genoux, comme si elle déposait devant elle quelque chose de très lourd. Ce que j'attendais de lui, il ne pouvait pas me le donner. Et ce que je lui offrais, il n'était pas prêt à le recevoir. Ces mots circulent comme une onde froide, touchant les spectateurs bien au-delà du studio. Sur les réseaux, dans les foyers, dans les cafés parisiens, chacun y reconnaît une forme de douleur familière. Non pas celle de la trahison, mais celle du décalage, de l'amour qui ne se rencontrent pas au même moment. La France s'émeut de cette confession contenue. Non parce qu'elle accuse Daniel, mais parce qu'elle révèle la vérité la plus humaine. Parfois, ce n'est pas la fin d'un amour qui brise, mais la manière dont il se défait silencieusement. Isabelle termine l'entretien par une dernière phrase, presque philosophique. Jay pardonnait le silence, parce que le mien m'a appris qui j'étais.
Et c'est, dans cette parole simple, posée comme une plume sur une table froide, que tout s'apaise enfin. Après la révélation, le temps retrouve enfin un rythme que le cœur peut suivre. Isabelle vit plus lentement, avec une attention nouvelle pour les choses simples. La lumière du matin qui glisse sur le parquet, le silence d'une pièce qu'elle n'a plus besoin de remplir, la douceur inattendue d'une journée sans obligation. Elle ne cherche plus à comprendre ce qui s'est passé, ni à revoir ce qu'elle a perdu. Elle avance avec une légèreté discrète, comme si chaque pas lui rendait un fragment d'elle-même. Daniel n'est plus une absence douloureuse, mais une mémoire apaisée. Une histoire qui lui a appris à reconnaître la valeur de sa propre voix. Elle recommence à travailler, à lire, à voyager, non pour fuir, mais pour habiter sa vie autrement. Les regards des autres ne la traversent plus. Ils glissent simplement sur elle, comme la pluie sur une vitre calme. Un soir, en refermant un livre, elle murmure « La paix n'est-ce pas un cadeau ? C'est une décision. » Et dans cette phrase, posée comme un souffle léger, se trouve toute sa renaissance.